Bonjour à tous, je suis Flamendra, coach de vie et je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à faire la paix avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, seul ou accompagné, mes invités et moi allons te partager des réflexions puissantes et profondes pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ce faire, nous aborderons les thèmes du rapport au corps, à la nourriture, mais aussi de l'état d'esprit et du regard sur le monde. Ensemble, nous allons ouvrir le champ des possibles pour que tu puisses te sentir libre et pleinement épanoui dans ta vie. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je suis avec Lila, que j'ai eu le plaisir d'accompagner en coaching il y a maintenant 1 an. Le temps passe vraiment vite. Du coup, bonjour Lila, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Salut Flamendra. Me présenter, du coup, je m'appelle Lina, j'ai maintenant 28, 27 ans. Je vais avoir 28 ans bientôt. Et j'ai envie d'orienter un petit peu ma présentation quand même sur le sujet, justement, des troubles alimentaires. Même si c'est beaucoup moins, même voire plus, qui me définit aujourd'hui, ça a quand même fait partie d'une grande partie de ma vie, puisque ça m'a suivi quand même 10 ans. Donc 10 ans sur 27, 26, ça fait un bon bout quand même. Donc ouais, je peux peut-être un petit peu parler justement de mon parcours là-dessus. Ouais, complètement. Alors, en fait, ça s'est installé d'une manière un petit peu insidieuse. Euh, En fait, je pense que comme beaucoup d'adolescentes, de ma génération notamment, mais je pense que ça date pas de la nôtre, ça s'est installé quand j'étais fin collège, début lycée, avec des préoccupations qui me paraissaient naturelles, c'est-à-dire préoccupation de l'apparence. Mais à cet âge-là, ça choque personne, en fait, d'être complexé, c'est normal. Ça ne fait peur à personne. Et en fait, typiquement, mes parents savaient que j'avais ce problème de complexe de poids. C'est pas alarmant, c'est oui, fais attention, oui, fais ci, fais ça. Bon. Sachant que s'il y a des choses dont je me suis rendu compte plus tard, mais déjà quelques années avant, j'avais moi pas personnellement pas de complexe, mais je recevais déjà dans mon quotidien pas mal de signaux, un petit peu comme si ça m'annonçait que j'allais en avoir. J'avais des réflexions du genre t'es gourmande, fais attention, quand tu seras adolescente, tu verras, tu seras complexée, enfin presque comme si on m'écrivait mon avenir. Donc c'est intéressant, je dis ça parce que c'est le genre de choses qu'on découvre quand on se replonge dans le sujet pour un petit peu comprendre d'où viennent les problèmes à la base et ça, c'est pas que ça ouvre des portes, mais ça permet de comprendre des choses. Donc bref, le gros du truc a commencé à l'adolescence de manière vraiment sournoise, c'est-à-dire que je faisais un petit peu attention, mais pas méchamment. En plus, je vivais chez mes parents, donc il y a un cadre qui fait que je pouvais pas non plus faire tout ce que je voulais. Toujours est-il qu'il y a quand même un moment où ça a commencé à un petit peu dériver. C'était dans mes études supérieures, donc là je devais avoir 20 et quelques, 22, 23. Et j'ai commencé à faire des crises de boulimie en fait. Enfin, en fait, ouais, j'ai un peu sauté une étape parce qu'il y a quand même eu une grosse phase j'appellerais ça de l'anorexie légère. Je sais pas si c'est un terme très, parce que j'ai jamais été dans des extrêmes en fait. C'est ça qui est aussi un petit peu compliqué dans l'histoire et qui fait que ça a duré et duré et duré. C'est que j'ai jamais été dans les extrêmes, donc j'ai fait un genre d'anorexie où je sautais des repas, je rentrais chez moi, je disais à mes parents que j'avais déjà mangé alors que c'était pas le cas. Je me pesais tous les jours déjà. Il y avait ce genre de réflexe quand même, mais j'étais pas en sous-poids. J'étais juste, voilà, j'étais juste fine clairement et j'y veillais. Ça, c'est sûr que ça devenait déjà un petit peu obsessionnel. Suite à ça, il y a eu des moments, des choses que je n'avais jamais connues jusqu'alors, c'est que je me souviens qu'après les cours, j'allais dans des magasins et je m'achetais genre un pot de crème là, comment ça s'appelle, au spéculoos là, c'est comme le Nutella mais au spéculoos.
Donc ça, c'était mon grand truc. Donc j'achetais ça, j'achetais des bonbons et j'achetais des crêpes, des crêpes. Et je rentrais chez mes parents, j'avais tout ça dans un petit sac bien caché. Et puis en fait, je mangeais ça avant de dormir le soir dans mon lit, quoi. Sachant que c'était pas des trucs qui m'auraient été interdits chez moi, mais je voulais les manger secrètement parce que je savais que ça allait dans des quantités qui auraient pu être jugées. Donc il y avait voilà, petit climat déjà un peu malsain qui s'installe de je fais des choses, enfin je m'alimente comme si c'était un crime. Voilà. Donc il y a eu cette petite phase-là et en fait après je me suis installée seule. Donc là j'avais 23 ans. Donc déjà avec ce background. Et au début, pareil, rien de catastrophique au niveau vécu. Parce qu'en fait, j'avais encore un cadre, j'avais le travail, tout ça. Donc j'avais un cadre qui faisait que en fait, il n'y avait pas suffisamment d'écart pour que ça devienne trop difficile à vivre. Ce que j'appelle des écarts, c'est en gros des moments où je culpabilisais après consommation de nourriture. Mais par contre, typiquement, pareil, le soir, j'avais des repas très bizarres. Il m'arrivait d'acheter juste un paquet de bonbons, de manger que ça. Parce qu'en fait, j'avais envie de ça et je me disais, si je mange que ça, en vrai, je vais pas grossir. Donc ça passe. Donc c'était des trucs un peu étranges comme ça, mais bon, tant que je grossissais pas, moi j'étais contente, hein. Je mangeais pas sainement du tout. Clairement, je me faisais pas du bien du tout. Parce que je mangeais déjà des trucs bizarres mais voilà. Au moins, j'étais satisfaite de mon corps et donc ça roulait en fait à peu près. Mais toujours avec de l'obsession, hein, clairement. Je me pesais 1 à 2 fois à plus par jour dès que je pouvais finalement. Et préoccupation très importante. Suite à ça, il y a eu ce qu'on appelle le Covid, avec un petit confinement de 9 semaines que j'ai scrupuleusement respecté, ce qui veut dire qu'en fait, je suis restée 9 semaines seule face à moi-même, pour pas dire face à un mur, parce que j'étais dans un tout petit truc. Et donc, 9 semaines à vraiment être confrontée qu'à moi, qu'à ce qui se passe dans ma tête et qu'à ce réclame mon corps. Donc, le truc, c'est que c'est là que ça a vraiment dérivé. Parce que j'essayais de faire attention toujours à ce que je mangeais, mais en fait, bah, je me rendais pas compte que j'avais constamment faim jusque-là. Sauf que là, j'avais que ça face à moi, j'avais que la faim. Donc en fait, il y avait un côté où j'étais obligée de l'assouvir. Donc c'est là que les vraies crises de boulimie ont commencé à mes yeux. Et en fait, du coup, je passais mon temps à manger et derrière faire du sport pour éliminer autant que possible ce que j'avais consommé. Donc ça a été 9 semaines de ça. Et pendant ces 9 semaines, je ne sais plus exactement comment, le destin ou les algorithmes, je ne sais pas, mais je suis tombée sur pas mal de contenu sur les réseaux, sur les TCA, justement. Et notamment, je me demande si c'est pas là que je t'ai découverte. Mais en tout cas, j'ai vu pas mal de choses sur ça. Et à un moment dans ma tête, il y a eu ce petit truc de ah, mais peut-être que ce que je vis, c'est pas tout à fait normal. Parce qu'en fait, c'était ultra banalisé avant dans mon esprit. C'était, bah, je fais juste attention, je suis une femme, je fais attention à mon poids, et pas de souci, quoi. Et là, d'un coup, j'ai fait ouf. En fait, ça a un nom. Peut-être que je suis concernée et peut-être que c'est pas normal. Et suite à ça, il y a le Covid enfin, le Covid, c'est pas terminé, mais en tout cas, le premier confinement, c'est terminé. Et un jour, je suis allée donc revoir mes parents. Et je sais plus exactement ce qui a été dit, mais j'ai éclaté en sanglots devant eux. J'étais épuisée, en fait, je pense, et je sais plus exactement suite à quoi, mais j'ai éclaté en larmes devant eux. Et en fait, je leur ai dit ce que je vivais. Et alors, ils étaient vraiment choqués. Ils s'y attendaient pas du tout. Et ils ont eu peur, clairement. Et ma mère a décidé de m'aider, elle a voulu m'orienter chez des professionnels. Donc, j'ai été prise en charge dans un organisme spécialisé. Non sans peine parce qu'il y a très peu de place, parce qu'il y a de plus en plus de cas de TCA. Surtout à cette époque-là, ça a explosé. Donc aujourd'hui, il y en a encore plus qu'avant. Enfin bon, bref. Mais on a réussi à me trouver une place et donc j'ai été suivie via des groupes de parole, via une psychiatre. On m'a aussi, donc c'est aussi à ce moment-là où on m'a diagnostiqué hein, et où effectivement on m'a dit que j'avais un peu les deux. Dans mon parcours, il y avait eu de l'anorexie, il y avait eu de la boulimie. Donc moi, quand j'y suis arrivée, j'étais dans la boulimie.
Et donc voilà, au moins les choses étaient dites. Il a fallu faire avec après. Et en fait, le truc, c'est que là, il y a eu une longue période de stagnation où en fait, je savais que j'avais un truc pas normal, mais je savais pas comment faire. C'était ouais, ouais, j'aimerais bien en sortir, mais je peux pas, en fait. Ça fait partie de moi, c'est comme, enfin, c'est, c'est un genre d'envie et en même temps de non-envie, je dirais. Ça fait trop peur, ça demande trop de risques, voilà. Donc en fait, j'allais voir ces groupes de parole qui font du bien, hein, clairement, hein, voir qu'il y a d'autres gens dans le même cas, c'est toujours ça de prix. Mais profondément, ça résolvait rien du tout. Moi, je continuais mes petits comportements chez moi. Je persistais dans ce cercle vicieux. Sauf qu'en fait, à un moment donné, ça a vraiment explosé. Donc bah, j'avais 26. Donc en fait, pendant 3 ans, ouais, comme ça a stagné. Et à 26 ans, donc l'année dernière, je suis rentrée dans une phase à un moment donné beaucoup plus sévère. Euh, Parce qu'en fait, au sortir de toutes ces périodes de confinement, on avait repris une vie à peu près normale, à pouvoir sortir, aller au travail, etc. Donc mon cadre de revenu avait permis d'un petit peu assouplir quand même tout ça et m'avait permis de sortir aussi enfin, d'avoir d'autres préoccupations. J'avais plus que ça. Donc ça veut pas dire que c'est plus simple, mais ça veut dire que disons que c'était parmi un flot d'autres choses. Sauf qu'à un moment donné, c'est quand même devenu beaucoup trop, puisque en fait, en gros, ma vie, c'était devenu mon travail, la nourriture et le sport. C'est-à-dire que quand je dis travail-nourriture, c'était travail, oui, mais en pensant à la bouffe, en faisant des commandes de bouffe, que ce soit mes courses ou à prévoir ce que j'allais me faire livrer par des livreurs. Je ne vais pas citer de nom. Euh, C'était compter les calories, parce que, ah oui, j'ai omis ce petit détail, mais quand mes parents étaient au courant de ce qui m'arrivait, mon père est venu chez moi, il m'a enlevé mes balances, parce que j'en avais deux, et il m'a enlevé mes balances pour que j'arrête de me peser. Sauf que moi, bah, évidemment, j'ai trouvé une nouvelle technique, c'était compter les calories. Donc ça a déclenché un nouveau truc, dont pour le coup, je ne me suis toujours pas sortie, hein. Je compte toujours mes calories, c'est pour dire à quel point le truc, il est puissant, quoi. Et donc voilà, donc c'était que dépenser bouffe, donc calcul de bouffe, qu'est-ce que je vais manger et quand, en quelle quantité, qu'est-ce que j'achète, parce que qu'est-ce qui est le moins calorique parmi toute cette gamme, enfin bon bref, des heures de mes journées passées à penser et à organiser mes apports, et aussi à prévoir mes entraînements et à faire du sport. Parfois, c'était des séances de sport à 2 heures du matin parce que je venais de faire une crise de boulimie. Donc, j'étais là à sauter sur mon tapis à 2 heures du matin à me demander si j'étais pas en train de réveiller mes voisins, quoi. Mais malgré tout, tant pis, il fallait que je fasse ma séance, donc je le faisais. Et en fait, à un moment donné, voilà, j'ai pété un plomb pour dire les choses parce que j'étais en train de me dire, mais ma vie, enfin, elle me ressemble pas. C'est aussi bête que ça. Je veux pas que ma vie, ce soit juste penser à la nourriture et sauter sur mon tapis, quoi. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de prendre de nouvelles directions parce que jusque-là, il se passait rien. Et en fait, j'avais connaissance de ton coaching depuis déjà un certain temps. Mais c'est drôle parce que c'est comme si c'était pas une option jusque-là. Notamment, pour être honnête, hein, parce que j'avais, je pense, une certaine méfiance, parce que c'est des choses, on n'a aucune garantie. C'est en plus relativement récent. Donc, j'étais plus sécurisée par le fait d'aller voir un psy, par exemple, que par un coaching. Mais là, en fait, bizarrement, c'est le premier truc qui m'a appelée. Je me suis dit, mais en fait, c'est le seul truc que j'ai vraiment pas tenté. Et puis, je te suivais depuis un certain temps et j'aimais bien ce que tu dégageais. Donc, il y avait un côté où, en fait, la confiance, elle a dû s'installer un petit peu aussi avec le temps, à force de te suivre et de te lire et de t'écouter. Et c'est là que je t'ai contactée et qu'on a décidé ensemble que ça pouvait être une idée, quoi. Et que le coaching s'est lancé donc en mai de l'année dernière. Donc voilà, donc ouais, ça s'est passé comme ça. Et après, si je peux raconter le pendant coaching, euh, ça a été très difficile le début euh, parce qu'en fait, ça m'a obligée à faire tout ce que je voulais éviter de faire depuis 10 ans, c'est-à-dire
en fait, aller au-delà de ce que je m'imposais, c'est-à-dire sortir des quotas, quoi, hein. Moi, à l'époque, j'avais un certain seuil calorique à ne pas dépasser et je devais le dépasser, en fait, parce que de toute façon, par défaut, je le dépassais puisque j'étais en crise de boulimie régulièrement. Mais là, en fait, je devais m'interdire de compenser derrière. C'était ça le gros challenge, c'était, OK, là, j'ai beaucoup mangé, bah, je fais pas de sport, en fait. J'attends et je passe à autre chose et demain, bah, je remangerai. Et ça a été vraiment compliqué, mais je l'ai fait et j'ai réussi grâce à toi. Et notamment grâce à des choses qui peuvent paraître peut-être anecdotiques vu d'extérieur, mais quand on le vit, c'est fondamental. Je pense que les principales choses qui m'ont aidé, je pense que le premier truc, je dirais, c'est d'avoir à disposition tout le temps toi, en fait, via WhatsApp, de savoir qu'il y a ce support. Et en fait, dès qu'il y a un truc qui se passait dans ma tête, une préoccupation, un machin, je savais que je pouvais t'écrire et que j'allais avoir une réponse. Et c'était des réponses qui me faisaient toujours du bien et qui arrivaient à me remettre sur le droit chemin et à me dire, mais Lila, c'est pas grave. C'est pas parce que là, t'as mangé ci ou ça que le monde va s'effondrer. Comme tu me disais, il n'y a pas une météorite qui va arriver sur la Terre. Et en fait, à force de l'entendre, c'est au même titre, je dis souvent ça maintenant, c'est au même titre que quand j'étais plus jeune. En fait, j'entendais toujours des discours que je prenais pour normaux, qui étaient une femme doit être mince, une femme doit faire attention, nanana, nanana, faut manger ci ou ça à telle heure. C'était des trucs, en fait, bizarrement, que personne ne remettait en question, et donc on était toutes là, ah oui, bah, on va faire ça du coup, et puis si ça dérègle tout ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps, c'est pas grave. Et là, en fait, c'était acquis parce c'est pas qu'on nous harcelait, mais on nous le répétait tout le temps. Et là, c'est exactement le même système finalement. C'est qu'en fait, à force de me répéter que c'était pas grave, que j'étais pas morte, que les gens autour de moi ne sont pas partis, que je me suis pas pris de réflexion, que en fait, à force de constater ça et de se répéter qu'il n'y a pas de problème en fait à manger, ça a fini par avoir un effet quoi, de dédramatisation. Et pourtant, j'ai pris du poids, donc j'ai été confrontée à ma pire peur. Et justement, c'était ça la force du truc, c'est que j'ai été confrontée à cette peur, donc faut le faire, clairement, c'est plus difficile à accepter. Mais bah en fait, pareil, tu prends du poids et tu fais, ah bah en fait ça va. C'est ce truc-là que je redoutais depuis 10 ans, il est arrivé et en fait ça va. Et c'est ça qui est le plus... Limite, ça, c'est un peu déstabilisant parce que tu te dis, waouh, ça fait 10 ans que je me gâche la vie. Il y a aussi un peu ce sentiment-là, mais... Et je me souviens encore des messages vocaux que tu m'avais envoyés quand je t'avais parlé du fait que je devais changer bah, de vêtements. Parce que ça, pareil, je le vivais très mal et ça m'avait énormément rassurée ce que tu me disais. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'accepter de manger autant qu'on en a envie, en fait, même si ça peut paraître au début démesuré. Mais il s'avère que la magie opère et qu'en fait, ton corps, après, au bout d'un moment, il se régule et qu'il te demande plus les mêmes choses. Et ça, c'est pareil, c'est un gros effort d'avoir confiance en son corps quand on l'a contrôlé pendant tant de temps. Mais il s'avère que c'est vrai, il fait pas n'importe quoi. Et moi, ça, c'est pareil, même dans ma famille. Mais combien de fois j'ai entendu que non, si on se laissait aller, mais on mange à l'infini. Ah non, en fait. Bah non, on n'est pas un puissant fond. Si on est un puissant fond, c'est justement qu'il y a un problème et qu'il y a une histoire de contrôle ou de... C'est naturellement, si on est libre, si dans la tête ça va, le corps il va se réguler, hein, il va pas demander à manger tout le temps. Mais ça, pareil, grosse croyance et difficile de s'en dépêtrer, mais j'ai réussi. Et donc voilà, il y a eu tout ce travail pendant 3 mois avec toi qui n'a pas été évident, mais j'ai vu des progrès. Je pense déjà au bout d'un mois, il y avait vraiment de gros progrès. Il a fallu que j'arrête de faire du sport aussi un certain temps. Mais là, typiquement, aujourd'hui, j'en refais. Et pour donner un exemple concret d'un changement dans ma pratique du sport, c'est qu'avant, déjà, il n'y avait absolument pas de questionnement sur est-ce que j'ai envie, j'ai pas envie. Non, non, tu y vas. Tu y vas, tu vas au moins courir 1 heure. Et aujourd'hui, typiquement, bah, si j'ai pas envie, j'y vais pas. Je dis pas qu'il y a jamais de coup de pied aux fesses parce que sinon, je pense que j'irais un peu moins.
Des fois, je me dis, bon, allez, tu sais que ça va te faire du bien, vas-y. Mais typiquement, je mets même plus mon compteur. Je sais même pas combien je fais, en fait. Parce que je veux pas savoir, je me dis, je fais ce que je me sens de faire sur le coup. Et d'ailleurs, ça varie vachement, parce qu'on n'est pas toujours dans la même forme, donc je m'impose plus de durée. Je fais ce que je sens. Ça change tout déjà, hein. C'est pas du tout la même approche en fait, parce que du coup, le coup de pied aux fesses, il est microscopique, parce que je me dis, au pire, si ça me saoule, je rentre en fait. Donc déjà, c'est pas la même chose. C'est pas, je vais me cramer pendant 1 heure et demie, c'est pas pareil. Donc déjà, il y a ça. Et niveau alimentaire, les choses qui ont beaucoup changé depuis, c'est que déjà, Alors, comme je disais, le petit truc qui m'est resté, malheureusement, et je sais pas si j'arriverai à m'en dépêtrer un jour, c'est que je compte toujours les calories. Mais et c'est quand même un mais très important, de manière beaucoup moins détaillée, je dirais. Je suis plus là à peser ma nourriture. Je le fais un peu au feeling, on va dire, pour savoir environ quand même où j'en suis. Et surtout, je m'autorise beaucoup plus de calories par jour. Donc en fait, je suis plus en, c'est, je me prive plus. Et par contre, je compte. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même un truc un peu gênant. Et après, il y a quand même, faut pas voir ça comme un maintenant, tout est rose, tout est magique. Il y a quand même pareil, là j'ai constaté récemment d'ailleurs une- un petit retour, mais vraiment, il faut voir ça dans son contexte, il faut comparer ça par rapport à la période de troubles aigus. Ça n'a rien à voir, mais quand même, là, avec l'arrivée des beaux jours, j'ai vu des préoccupations quand même qui sont revenues dans ma tête de ah, il fait beau, va falloir se découvrir, donc montrer plus son corps. Et typiquement, là, j'ai senti que j'avais plus d'appels de nourriture. J'ai commencé à avoir des petits gros repas, mais on va dire que voilà, il y a eu un. J'ai senti que ça recommençait un peu à venir. Et justement, mon premier réflexe, bah tiens, bah d'ailleurs, j'avais pas fini tout à l'heure quand je parlais de ce qui m'avait aidé pendant le coaching, mais le deuxième truc, c'est ce que j'ai réutilisé là, quand les beaux jours sont arrivés, c'est l'accès à l'espace, ton site. C'est un un, deux, trois. C'est un espace auquel on a accès du coup quand on fait ton coaching. Et dessus, il y a plein de contenus, des vidéos, des exercices, qui à l'époque déjà m'avaient énormément aidé parce qu'en plus, pour le coup, c'est vraiment à l'instant où tu en as besoin. Donc en fait, dès que je sentais que j'étais un peu mal, j'allais t'écouter, j'allais faire des exercices et ça me remettait dans cette optique de ça va aller, c'est pas grave, t'as rien fait de mal, détends-toi en fait. Et là, j'ai refait ça. J'ai eu ce réflexe de retourner sur cet espace et de refaire des exercices, certains que j'avais pas encore fait, de réécouter des vidéos, et ça m'a énormément aidé une fois de plus. Donc c'est pour montrer même la force du truc sur la durée, quoi. 1 an après, j'ai eu des pensées qui sont un petit peu revenues, et bah il y a toujours une solution en fait. Et typiquement, là, je suis seule depuis quelques jours. Parce que maintenant, je vis avec quelqu'un, mais là, je suis seule depuis quelques jours. Et bah, ça va. Ça n'a pas déconné dans tous les sens. En fait, je suis juste bien. Je m'écoute et je fais mes trucs et tout va bien, en fait. Et ça, il y a 1 an, c'était impossible. Mais impossible. Donc Mm. voilà. En tout cas, merci du fond du cœur pour ta transparence. Tu vois, ton honnêteté, moi j'apprécie énormément et je pense que les gens qui nous écouteront apprécient aussi. Où, où tu vois, tu partages que déjà, de ce que je retiens, c'est un parcours qui prend du temps. Ouais. Il demande de la patience, de la persévérance, mais qu'effectivement, comme tu l'as dit, là, il y a toujours des solutions. Et pour ma part, bah, tu sais, maintenant, moi, j'ai créé l'accompagnement pour que ce soit pérenne, en fait. Parce que souvent aussi, dans les troubles alimentaires, il y a un peu ce côté de on veut aller vite, on veut sauter des étapes, ce qui fait que la plupart des gens, d'ailleurs, se tournent vers des solutions type régime, type... voilà, ils pensent qu'en perdant du poids, ils se sentiront mieux, alors que c'est un travail beaucoup plus profond, finalement, Mm. sur le long terme. Et vraiment, c'est ça, ça a vraiment été mon but quand j'ai créé l'accompagnement, c'est de permettre aux personnes de guérir durablement. Et, et voilà, ce que j'apprécie, c'est que tu montres que, bah ouais, il y a des bas, que c'est pas forcément toujours évident, mais que ça en vaut la peine et que ça se fait étape par étape. Qu'il y a des pensées qui peuvent revenir, mais que tu les gères plus de la même manière aujourd'hui qu'il y a 1 an. Ouais.
Et ça, c'est assez incroyable parce qu'on pense, comme tu disais au départ, qu'on s'en sortira jamais. On t'a toujours entendu, tu sais, les mêmes réflexions. Et ça te conditionne, hein. On est vraiment conditionné à ce qu'on lit, à ce qu'on voit, à ce qu'on entend depuis notre plus jeune âge, mais même plus tard, hein, ça a toujours de l'impact. C'est pour ça que l'environnement, c'est tellement important. Et c'est pour ça que, selon moi, se faire accompagner, bah, c'est aussi super important. Parce que toi-même, tu sais, souvent, on a tendance à se replier, rester dans son coin. Moi-même, j'ai longtemps été comme ça, aujourd'hui plus du tout. Je peux te dire que j'adore me faire accompagner, j'adore interagir avec les gens parce que c'est dans les relations que l'on grandit en fait, que l'on Ouais. apprend, qui plus est avec quelqu'un qui a déjà dépassé ce que tu souhaites dépasser, évidemment, ça ne peut que t'aider. Mais oui, ça demande de l'investissement, ça demande du temps, il y a des petites pensées qui vont revenir, il y a des petits trucs qui vont être trigger. Mais tu vois, là, avec ce que tu me partages au niveau de l'été, bah, c'est génial parce que tu as eu le réflexe de dire, OK, tu t'es vu être trigger et tu t'es dit, OK, maintenant je mets quoi en place? Alors qu'avant, ça aurait peut-être été différent, tu aurais été englué dans le truc. Donc ouais, vraiment merci de partager tout ça, ne serait-ce que ton histoire, je pense que beaucoup de gens se retrouveront. Et, euh, et ouais, du coup, tu as partagé ce qui t'a aidé, ce qui t'a permis d'évoluer. Est-ce que tu avais des peurs avant de te lancer aussi dans un coaching et qu'est-ce qui est venu à ce moment-là pour toi? Alors clairement, c'était en fait, d'autant plus vu mon éducation, c'était clairement une décision très très personnelle parce que pour te donner une idée, après j'accuse personne hein, et je dis pas que c'est mal, mais pour donner une idée du contexte dans lequel j'étais, et encore aujourd'hui, moi j'ai des parents qui ont du mal avec le fait de payer pour euh, la santé et notamment la santé mentale. Et donc, plus jeune, moi, quand mes parents m'emmenaient voir des gens, c'était des psychiatres parce que c'est remboursé. C'était, voilà. Donc, en gros, moi, déjà, d'annoncer que je vais faire un coaching à 1 500 € de ma poche dont je ne serais pas remboursée. Déjà, là, je te laisse imaginer les yeux qu'on m'a fait. Et en plus, pour un coaching, donc c'est-à-dire pour un métier qui est aujourd'hui encore moyennement reconnu et pour lequel il y a peu de certitudes, même si au final, bon, moi de mon expérience, j'ai vu un paquet de psy et le diplôme ne fait pas tout, clairement. Mais bon, ça reste quand même comment dire, ça, je pense que ça sécurise déjà un peu plus de savoir qu'il y a un papier derrière. Donc en fait, d'annoncer ce double truc, moi je sais que mes parents, c'était un peu le truc que je redoutais. Mais même moi, vu que j'ai été éduquée comme ça a été un gros step pour moi de me dire, allez, j'ai investi 1 500 € sur ma santé mentale, peut-être pour rien, parce que je n'avais aucune certitude. Mais en fait, j'étais à un tel... En fait, ce qui change aussi beaucoup les choses, je pense, c'est que là, je pouvais plus faire autrement. Il y avait ce côté de j'en ai marre de survivre en fait. Ça fait 10 ans que je ne me reconnais plus. Et ça, j'en ai pas trop parlé dans l'introduction, mais c'est fait partie c'est ce pourquoi je suis la plus reconnaissante aujourd'hui de cette guérison. C'est que j'ai changé en fait. Mais dans le bon sens. Pendant toute la période de TCA, donc 10 ans, j'en reviens toujours pas en fait que ça m'a suivi 10 ans et en fait, ça s'est fait de manière tellement sournoise. Mais pendant 10 ans, j'étais devenue une plante verte. Et ça, c'est un... Alors que petite, j'étais quelqu'un de très, très, justement, vivant, à faire le pitre, à avoir des gens autour de moi. Enfin, j'étais vraiment... Et pendant 10 ans, je suis devenue petit à petit quelqu'un de absent, au final. C'est même pas que j'étais discrète ou timide, absente. J'étais... Je venais, je me posais, j'attendais. Enfin, j'attendais. Dans ma tête, ça turbinait, je comptais les calories, etc. Mais j'étais plus là, en fait. Et là, une de mes grandes fiertés aussi, c'est que récemment, même récemment, séparément, j'ai eu une conversation avec ma mère et quelques mois après avec mon père. Ma mère, c'est une des seules fois de ma vie où je l'ai entendu me dire qu'elle était fière de moi, parce que je m'en étais sortie de ça.
Et, et elle s'en voulait presque que ce soit pas grâce à elle, parce qu'elle elle m'avait conseillé d'autres spécialistes, comme je te disais, que ce soit par mes solutions que j'ai trouvées. Mais elle m'a dit que voilà, elle en était fière parce qu'en fait, voilà, je me suis sortie de ça avec de l'aide, mais de l'aide que j'ai trouvée, avec mes solutions, avec ce en quoi je croyais. Et donc elle m'a dit ça et ça, c'était très fort, très beau à entendre. Et mon père, récemment, pareil, lui, il m'a dit quelque chose du genre, bah en fait, on sent que t'es revenu, en quelque sorte. Comme si pendant 10 ans, j'étais décédée, quoi. J'exagère, mais c'est comme si, voilà, c'était une autre personne qui avait pris ma place. Et même moi, je le vois, je vis les moments avec des gens très différemment. En fait, au lieu d'être là à compter ce qu'il y a dans mon assiette et tout, je discute. Donc ça paraît très, très normal, mais en fait, on se rend pas compte que le quotidien de quelqu'un qui a ces préoccupations-là, il est radicalement différent. Parce qu'en fait, je pense que aussi un truc dont il faut se rendre compte, c'est qu'il y a plein de gens sur Terre qui sont préoccupés. On a tous des sujets, il y en a beaucoup qui ont de l'anxiété, moi la première. Mais en fait, l'anxiété que j'ai aujourd'hui, parce que de base, de toute façon, je suis quelqu'un d'anxieux, je ne pourrais pas le comparer à ce que c'est que d'avoir un trouble alimentaire. Parce que c'est une anxiété, entre guillemets, que je dirais saine. C'est-à-dire que c'est pas envahissant comme un trouble alimentaire, dans le sens où un trouble alimentaire, le problème, c'est que ça s'attaque à un besoin primaire. Et pour moi, il est là le souci. C'est qu'en fait, on est préoccupé par quelque chose qui devrait ne pas être préoccupation, parce que l'alimentation, ça devrait être, c'est comme si je passais mes journées à me préoccuper de, j'ai envie de faire pipi, mais j'y vais pas. C'était souvent un truc que tu me disais, ça. Et c'est vrai. Et c'est là que pour moi, il y a un gros décalage, c'est que ça t'enlève la vie, en fait, de t'interdire d'accéder à quelque chose qui est censé te maintenir en vie. Donc en fait, tout est là, quoi. Alors que d'autres préoccupations qui sont plus sur d'autres sujets de la vie de tous les jours, certes, ça va te préoccuper, mais ça va pas t'envahir, ça va pas te dépersonnaliser, en fait. Et pour moi, la différence, elle est là quand même. Clairement. Ça t'attaque à un besoin, comme tu dis, primaire, hein, de la pyramide de Maslow, au même titre que dormir, tu vois, respirer, manger, bah, c'est les trucs de base. Et effectivement, si t'as pas ça, bah, comment veux-tu construire une vie qui te ressemble, une vie où justement tu peux aller combler d'autres besoins, celui de sécurité, mais même celui qui est tout en haut, tu vois, d'accomplissement. Comment est-ce que tu veux avoir une C'est vie ça. riche de sens si déjà, bah, tu n'honores pas les besoins qui te permettent de correctement vivre? Et effectivement, comme tu dis, c'est hyper envahissant, c'est hyper destructeur, on s'en rend pas compte. Ça, c'est ce que tu disais au départ. Tu avais l'impression que c'était complètement normal et il t'a fallu le Covid, hein, le Covid qui a changé la vie de beaucoup de personnes d'ailleurs. On en pense ce qu'on veut. Mm. Selon moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui a créé beaucoup de déclics chez beaucoup de personnes. Et de toute situation inconfortable, on peut tirer des leçons, hein. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et que je l'enseigne aussi en coaching. T'as pu le temps rendre compte. Et ouais, ce qui m'a touchée dans ce que tu as dit, c'est par rapport à ta mère, enfin, par rapport à tes parents, en tout cas, te retrouver. C'est un truc Ouais. qui revient beaucoup. C'est un peu comme une renaissance, en fait. Tu reviens à la toi plus petite, on va dire. Et ce que je remarque de mon expérience, c'est que les personnes qui souffrent de troubles alimentaires sont des gens qui adorent la vie, qui sont gourmandes de la vie, mais sous Ouais. tous les prismes. Tu vois, ils aiment croquer la vie, ils aiment vivre, ils aiment découvrir des trucs. C'est des gens joyeux, c'est des gens enjoués, c'est des gens qui aiment manger. Et c'est pas mal de manger, bordel. Enfin bref, je sais que c'est plus facile à dire, mais c'est ça en fait. Et du coup, on se prive de vivre, de tout Ouais. ça, de toutes ces belles choses. Et c'est... Donc ouais, je trouve ça hyper touchant et que toi tu le ressentes et que les autres le ressentent parce qu'évidemment, quand on souffre de troubles alimentaires aussi, bah on se sent vide, mais les autres aussi le ressentent ce vide. Et on a Ah beau bah avoir ouais. un corps mince ou que sais-je, euh, ça fait rien, hein. Je veux dire, on est de l'énergie, on est une aura, et ça, les gens, ils peuvent le percevoir. Et pareil, au niveau de la présence, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, t'es plus dans le moment, t'es plus dans les discussions. Comme tu dis, pour quelqu'un de lambda, ça paraît simple, mais quand on est
quand c'est envahissant, parce que c'est ça la charge mentale d'un trouble alimentaire, c'est horrible, il n'y a plus de place pour autre chose, ben, il n'y a même plus l'énergie d'être présent dans une conversation, Ouais, d'être présent dans là, qu'est-ce qu'il se passe, parce que, ah ben oui, mais j'ai mangé quoi la veille, et puis qu'est-ce qui va se passer ce soir, et puis du coup, je peux pas manger ci ce soir parce que j'ai mangé X. Enfin, c'est un vrai Tetris, quoi. Alors que là, t'es là et c'est beau, donc ouais, donc merci de partager ça, et bravo, vraiment, moi aussi, je suis trop contente, tu vois, quand tu m'as recontactée et quand tu m'as... J'étais tellement heureuse. Enfin, c'est pour ça que je fais ce métier en vrai, tu vois. C'est pour ça. C'est pour montrer que c'est possible parce que bah, moi, évidemment, aussi, j'ai vécu ça. Et franchement, je ferais pas ce métier si c'était pas possible. Mais ouais, ça demande de le croire. Ah oui, un autre truc sur lequel je voulais rebondir. T'as dit que tes parents t'avaient conseillé d'autres praticiens, etc. Et moi, j'ai rien contre vraiment les autres praticiens. Au contraire, je trouve que ça peut apporter un super complément. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en guerre, la guerre entre les coachs, les diètes, les machins, mais on s'en fout en fait. Ce qui compte, le point que je voudrais souligner, c'est une décision personnelle. C'est-à-dire qu'en vrai, le vrai travail, la vraie transformation se fait quand c'est la personne qui décide. Pas quand on lui a dit d'aller voir un tel parce que voilà, il est pas cher ou parce qu'il est bien, parce qu'il a tel diplôme. Si ça vient d'un tiers, ça n'aura pas le même impact. Je dis pas que ça peut pas aider. Mais quand la décision, elle vient de toi, en plus, investir une certaine somme que sûrement tu n'avais jamais investi avant en toi, bah, je peux te dire que tu te bouges le cul, en général. ouais, c'est ça. Tu te bouges. Hein, d'accord? Et c'est pas pour rien que mon coaching est à ce tarif, en vrai, je vais être hyper transparente. C'est pas pour rien que je propose ce que je propose de la sorte. C'est qu'il y a une raison, en fait. Et pareil, les gens, c'est à la personne de faire son choix, c'est à la personne de trouver avec qui ça résonne. Bon, bah, pour toi, c'était moi, mais pour d'autres gens, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Et encore une fois, il n'y a pas qu'un praticien. Peut-être que euh, on peut se faire accompagner par plusieurs personnes, tout comme on peut Ouais, avoir plusieurs relations amicales, amoureuses dans sa vie. Il n'y a pas un coach, un thérapeute qui est le sauveur. Moi, je me considère pas du tout, tu vois, comme la détentrice du truc. Non, c'est de qui et de quoi tu as besoin à cet instant T, en fait. ouais. Et justement, moi, pendant le coaching, j'ai été suivie aussi en parallèle par un psy que j'avais choisi, pour le coup, donc choix personnel, comme tu disais, et qui ne m'était pas remboursé, un psychologue. Donc, c'est pareil, c'était à un moment, en fait, j'ai décidé de me dire, je vais vers des gens avec qui il se passe quelque chose, en fait. Au lieu de continuer à aller voir quelqu'un, certes, qui ne me coûte pas d'argent, mais qui me fait pas avancer. Parce qu'en plus, c'est encore pire, parce que c'est décourageant. On a l'impression que du coup, on ne s'en sortira jamais, parce que les spécialistes que je vais voir ne m'aident pas. En tout cas, moi, non. Donc, c'est vraiment, c'est ce que je disais, ça a été vraiment un gros step à ce titre-là. Et justement, la force du truc aussi, euh, c'est qu'en fait, vraiment, on parle d'absence. On pourrait même parler de pause, je dirais. Pendant 10 ans, ça a été un peu une pause, j'ai l'impression. Parce que depuis que j'ai réussi à me débarrasser du gros de ce problème-là, donc certes, je suis revenue, je suis plus présente avec mes proches, etc. Il y a aussi que j'ai retrouvé un goût à plein de choses que je faisais avant et que je n'arrivais plus à faire, et des choses qui peuvent paraître vraiment, qui ne paraissent pas demander une grande motivation. Des trucs aussi bêtes que jouer aux jeux vidéo, je n'y arrivais plus. Parce que ça ne tournait pas autour de la nourriture ou du sport, donc ce n'était plus possible. J'en étais à ce stade. Alors, des trucs aussi bêtes, aujourd'hui j'y arrive, mais des trucs aussi plus créatifs, j'arrive à réécrire alors que je n'y arrivais plus non plus. Donc, ça rouvre des portes et ça rouvre des sujets de préoccupation, en fait. T'as plus l'impression d'être un zombie qui fait que manger, faire du sport, point. C'est... Donc, à tous les niveaux de la vie, ça permet de se reconnecter à la réalité, presque, je dirais. Et au niveau de la thérapie aussi, parce qu'on parlait de thérapeute, et donc moi, comme je te disais, j'ai été suivie par un psy pendant notre coaching, et depuis, j'en ai changé, mais je suis toujours suivie. Et la force du truc, c'est que justement, une fois que tu t'es
enfin moi en tout cas, ça s'est passé comme ça. J'imagine qu'il y a des cas où c'est différent. Mais la force du truc pour moi, c'est que une fois que j'ai réussi à affronter ce problème-là, c'est comme si ça voilait, ben, c'est même pas comme si ça voilait d'autres choses auxquelles j'avais pas accès, des peurs, des angoisses, des trucs que je suis venue effacer ou en tout cas mettre de côté avec le TCA, qui me permettait d'avoir une préoccupation qui me faisait oublier les autres. Et en fait, du coup, il y avait quand même tout ce fond torturé que je n'arrivais pas à travailler. En thérapie, on n'arrivait pas à vraiment travailler là-dessus parce que j'étais trop préoccupée par la bouffe et mon corps. Et une fois qu'en fait, tu arrives à mettre ça de côté, tu peux commencer à gratter ce qu'il y a plus en profondeur. Moi, dans mon cas, ça a été ça. J'imagine qu'il y a des cas où tu peux faire les deux en même temps, ou alors c'est gratter qui permet d'arriver à corriger, pas à corriger, mais en tout cas à affronter le TCA. Moi, ça a vraiment été de mettre le TCA de côté qui m'a permis d'aller toucher à d'autres problèmes, euh, d'autres traumas, d'autres peurs, d'autres angoisses. Et ça encore, c'est hyper libérateur parce que c'était plein de choses qui étaient toujours présentes depuis 10 ans, mais que bon, on laisse de côté parce qu'en fait, c'est plus simple de penser à la nourriture et au contrôle de son apparence, en fait. Trop intéressant ce que tu partages. Et ça enlève, ça brise un fantasme hein, que peut-être certaines personnes ont, qui est que quand on se délivre des troubles alimentaires, il n'y a plus de problème. Oula! Alors que pas du tout. En fait, il faut bien comprendre que c'est souvent un côté un peu binaire hein, qu'il y a dans le trouble alimentaire. C'est quand je serai mince, tout ira bien. Tu sais, quand j'aurai perdu tant de kilos, Ouais, ce sera génial. Quand j'aurai l'alimentation parfaite, enfin, en fait, non, c'est pas tout, c'est pas soit ça va mal, soit tout est parfait et il n'y a pas de problème. C'est pas ça. C'est comme tu dis, c'est des couches. C'est là un peu comme un oignon, tu sais, on va gratter des choses et après on découvre d'autres choses. Mais c'est un travail qui ramène à soi, tu sais. Je prends l'analogie de l'oignon parce que parfois ça fait un peu pleurer aussi ce genre de travail, mais c'est que pour le meilleur en réalité. Et c'est à quel point on a envie de se comprendre, de se connaître, de mieux naviguer avec sa psychologie, son corps, mieux comprendre ses besoins. Et puis même plus loin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Maslow, bah, quel est le sens de sa propre existence? Parce que je pense que c'est ce qu'on recherche au fond. Moi, je dis souvent, c'est pas un corps qu'on recherche, c'est pas un poids, ça, on s'en fout. Ce qu'on recherche, c'est un état d'être et c'est à quel point on est aligné dans sa vie, à quel point on se sent bien. Et de toute façon, alors il y a une phrase que un de mes mentors dit et que j'aime bien. Il dit, toute structure qui ne suit pas sa raison d'être s'autodétruit. Et en fait, ça veut dire quoi? On est une structure, on est un organisme. Si on ne suit pas notre raison d'être, si on ne suit pas ce pourquoi on est fait, parce qu'on est tous faits pour certaines choses, on est un peu comme un puzzle selon moi. On a tous un rôle, tout comme les cellules de notre corps, tu vois, elles ont tout un rôle. Par exemple, les cellules de tes yeux, elles ont un rôle. Elles n'ont pas les mêmes besoins, elles n'ont pas la même forme, pas la même couleur que, je sais pas, les cellules de ta peau. Et c'est pas parce qu'elles sont moins nombreuses et qu'elles ont des besoins différents qu'elles sont bizarres et qu'elles soient normales et qu'elles soient un problème. Elles ont leur place. Et pour moi, on est un peu ça, on est une espèce de puzzle. Euh, ouais, c'est vraiment voir les choses comme ça. C'est vraiment voir son existence comme, ok, t'as une place, t'as un rôle, t'as une mission, entre guillemets, qui peut varier, hein, mais t'as une base. T'as une base intrinsèque. Et c'est d'aller chercher, en fait, ce pourquoi tu es fait, au-delà de tous les conditionnements. Parce que si on tombe dans un trouble alimentaire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de conditionnements, comme tu le disais au départ, de, tiens, ça fait grossir, il faut pas manger ça, il faut pas que tu sois comme ça, t'es trop sensible. Hmm. Ou t'es trop comme ça, t'es pas assez comme ça. Du coup, t'as l'impression que que t'as un problème, alors que Mm. non. Non, c'est juste que les autres projettent leur modèle du monde sur toi et comme ils sont pas comme ce que eux pensent que tu devrais être, bah ils te font penser ça. Enfin, mais en réalité, voilà, je dis souvent le corps n'est pas un problème à résoudre, personne n'est un problème à résoudre, mais c'est comprendre ouais, le sens de son existence et plus on fait ce travail d'aller décortiquer, plus tu te retrouves, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu t'es davantage retrouvé, mais bien sûr qu'après il y a d'autres peurs, mais d'ailleurs je le dis
bah voilà, de façon complètement transparente, moi aussi, je me fais encore accompagner par une coach. Ça fait un peu moins d'un an qu'on travaille ensemble, plus du tout sur la thématique des TCA, mais sur mon entreprise et sur moi, en fait, sur mes peurs, mes blocages, parce que je reste une humaine. Mm, Aucun humain n'est arrivé, hein. Ne pensez pas même que des mentors qu'on idolâtre, on se dit, ah, mais eux, ils sont géniaux, ils ont trop confiance. Non, non, c'est des conneries. Ils ont des peurs. C'est des humains. Tous les humains ont des peurs. Tous les humains ont des insécurités. Il y en a juste qui le cachent bien. Hein, les gens qui sont de TCA, ils savent hein, ce que c'est cacher les trucs dans les placards, dans les poubelles, ouais, machin. Il y a des stratégies, hein, il y a vraiment de très bonnes stratégies. Bah, il y a d'autres gens, ils sont très doués aussi pour mettre des masques et tout. Mais tous les humains sont les mêmes. Et c'est comprendre ça. Et c'est pas un problème, c'est normal, en fait. C'est pas de se dire, ah, genre, on pourrait se dire, bah là, du coup, je sais pas, t'as échoué le coaching ou oh, tu y es pas vraiment arrivé. Mais bien sûr que si. C'est pas ça, en fait, le truc. C'est qu'on est des humains et on est en perpétuelle découverte de nous. ouais. Et ça permet aussi, je pense que ça a été une porte aussi vers ça. Comme je disais, ça a été une des couches de, enfin comme tu disais, ça a été une des couches de l'oignon pour moi, mais il y a eu le fait d'accepter, voilà, que mon poids de forme, le poids, j'allais utiliser le terme facile à maintenir, mais c'est même pas à maintenir, c'est il est ce qu'il est. Le poids que je fais naturellement n'est pas celui que je voulais, mais il l'est et je l'ai accepté. Et à ce titre-là, t'apprends aussi à accepter d'autres choses de toi. Donc, comme tu disais, t'apprends à te connaître. Donc, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait via justement la thérapie que je suis maintenant depuis un certain temps. Et notamment la sensibilité. Ça a été, je trouve, un apprentissage assez fou. C'est qu'en fait, j'en parle parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des TCA qui sont concernés par la sensibilité, voire hypersensibilité. Et moi, j'ai appris un truc de fou, je trouve. C'est que depuis petite, on m'a toujours dit, voilà, t'es trop sensible, avec toi c'est tout noir ou tout blanc, tu prends tout trop à cœur, faut prendre du recul, gna 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 gna. Bon, ça on me l'a balancé, mais un nombre de fois incalculable. Et donc ça te donne presque la sensation que t'es folle. Moi honnêtement, j'étais à ce stade de me dire, mais pourquoi les autres ils vivent pas ça aussi mal que moi? Pourquoi moi je vis ça comme un drame et en fait, j'ai compris que finalement, il n'y a pas quelqu'un qui a raison ou tort. C'est pas une question de t'es trop sensible, non, déjà, t'es ce que t'es, il y a pas de. T'es sensible, certes, mais ça veut juste dire que tu vas vivre les choses différemment et ça veut pas dire que tu vas avoir tort. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça veut juste dire que ça va déjà être probablement plus difficile pour toi, donc s'il vous plaît, un petit peu de compassion plutôt que de dire prends du recul. C'est déjà que c'est galère, alors s'il vous plaît. Mais c'est aussi que ça veut dire que tu vas peut-être voir plus de choses. Qu'en fait, sans t'en rendre compte et sans comprendre comment, tu vas savoir des choses et percevoir des choses parce que tu es ce que tu as cette sensibilité-là. Et en fait, moi, ça a été un apprentissage incroyable dans le sens où aujourd'hui, si j'ai une conversation avec quelqu'un et que je lui dis, là, j'ai ressenti ça ou ça, et que la personne me dit, non, t'interprètes, c'est pas ça, machin. Je dis, bah écoute, en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça et je sais que je suis pas folle. Donc peut-être qu'aussi, c'est pas que de mon fait et qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière. Et en fait, le pire, c'est qu'il s'avère souvent dans ces cas-là que ce que j'ai perçu est réel. C'est plutôt de l'autre côté que pas perçu, en fait. Et c'est en grattant qu'on se rend compte que ce que j'ai perçu, bah, ça existait. Et en fait, au lieu de vivre du coup maintenant cette sensibilité, je la vivais comme un fardeau et un fardeau, ouais. Je dis pas qu'aujourd'hui c'est tous les jours facile, bien au contraire. Il y a des choses que je ne comprends pas, je les vis de manière vraiment de trop difficilement au vu de ce que c'est, objectivement. Mais ça donne d'autres forces. Ça donne un regard en fait sur ce qui se passe autour de soi, qui est vraiment fort. J'ai envie d'appeler ça un petit super pouvoir quand même. Ça a quelque chose de ce goût-là. Et donc, ça apporte une certaine
t'as une faiblesse, mais aussi une force. Donc je pense que ça s'équilibre pas mal et que c'est une autre chose à accepter dans ce processus-là. Et typiquement, bah voilà, c'est quelque chose qui a été permis par la guérison du TCA. Et au-delà de ça, donc je pense qu'il y a beaucoup d'acceptation et il y a aussi le fait de se faire entendre. Je pense que c'est des choses qu'il faut. C'est peut-être une nouvelle phase, moi, de mon apprentissage, mais il y a aussi ce truc de pas tout laisser glisser sur soi et reprendre confiance en ce qu'on vaut. En fait, on retrouve. Moi, ce qui se passe, c'est que je sens que je retrouve une force. Parce que quand on parlait d'absence, c'est aussi une absence d'énergie pour faire des choses, pour parler, mais aussi pour se battre. Donc en fait, il se passe plein de choses autour de toi, on t'impose des choses et toi, tu es là, ouais, ouais, bah, de toute façon, j'ai autre chose à penser, donc je vais pas lutter, quoi. Et ça, c'est pareil, c'est des choses que tu remarques après coup. Moi, je sais que ça a débloqué ce genre de découverte, on va dire. Donc c'est vraiment fort et sur la durée, comme tu disais. C'est tellement intéressant ce que tu partages. Effectivement, selon moi, de ce que je perçois, les personnes qui souffrent de troubles alimentaires sont hypersensibles. Ce sont des gens à haute sensibilité. Et au départ, on n'en a pas conscience, effectivement. Enfin, en tout cas, peu de gens en ont conscience. Et il y a une phrase que j'aime bien par rapport à ça. C'est que l'hypersensibilité, ça décuple les peurs, mais ça décuple aussi l'amour. Ouais, En fait, on vit tout plus fort. Donc, on vit les peurs plus fort. C'est aussi pour ça que beaucoup de gens ont plein de questions, se posent plein de questions, sont très anxieux, parce qu'ils réfléchissent beaucoup et justement, ils sont sensibles et comme tu disais, voient des choses que les autres ne voient pas et ressentent des choses que les autres ne ressentent pas. Donc, c'est une vie riche. Des gens qui ont une vie intérieure très riche d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue aussi intellectuel. Il y a beaucoup de stimulation dans tous les sens. D'ailleurs, souvent, c'est des personnes qui adorent être stimulées et qui s'ennuient vite et qui vont vite aussi dans leur façon de réfléchir. Mais comme tu dis, c'est beau que tu le vois non plus comme un fardeau, mais comme un cadeau, comme quelque chose qui, ouais, comme un super pouvoir, parce qu'effectivement, c'est ça, tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Et, hum, et c'est beau, et surtout, tu vis la vie de façon beaucoup plus intense, puisque tu ressens les choses de façon plus intense. Donc même ouais, des petites choses simples, ça peut avoir une intensité, une beauté que d'autres gens ne percevraient pas. Et j'ai bien aimé aussi quand tu as dit, finalement, c'est vrai que quand tu souffres de troubles alimentaires, tu n'as pas d'énergie, tu n'as plus envie en fait de vivre. Donc, tu n'as plus envie effectivement de croquer la vie, on va dire ça comme ça. Et donc, tu subis un petit peu l'extérieur. C'est l'extérieur qui s'impose à toi parce qu'effectivement, à l'intérieur, il y a tellement une lutte qu'effectivement, tu peux plus, j'ai pas envie de dire lutter contre l'extérieur, mais avoir l'énergie suffisante pour être dans le monde extérieur parce qu'à l'intérieur, il y a déjà trop de focus, on va dire ça comme ça. Et du coup, quand l'intérieur s'apaise, bah, ton rapport au monde extérieur s'apaise. En fait, c'est juste une conséquence d'un état d'être intérieur. ouais. C'est aussi dans le sens où tu acceptes, enfin moi en tout cas, c'est ce qui se passe. J'accepte moins de choses, on va dire, de l'extérieur, des choses qui me font du mal. Je me dis, bah, ça me fait du mal, donc j'en sors, en fait, ou alors je le gère différemment. Je l'adapte pour que ça se passe mieux pour moi. Mais je suis plus juste là à me dire, bon, bah, c'est comme ça, et je fais ci, je fais ça, et je vais là, et je fais ce qu'on me dit. Et en fait, c'est comme si, voilà, tu retrouves aussi une force de combat presque. Et quand je dis combat, c'est vraiment pas dans le sens péjoratif du terme, quoi. Et pour revenir sur cette histoire justement de sensibilité, mais liée à ce combat, que je prends vraiment avec des pincettes comme terme, en fait, pour moi, la force du truc, c'est de comprendre qu'il faut arrêter de culpabiliser, de ressentir ce qu'on ressent. C'est qu'en gros, je ressens un truc. Donc il y a quelque chose qui me fait du mal. Admettons, il y a un comportement d'un proche qui me fait du mal. Et bah, moi, je le vis d'une certaine manière parce que probablement ma sensibilité fait que je perçois des choses, etc. Alors, soit, je dis pas que quand on est sensible, on sait tout et tout ce qu'on perçoit est vrai, c'est pas du tout ça, hein, ce que je voulais dire.
Mais par contre, je pense qu'on perçoit quand même plus de choses que d'autres personnes qui sont moins sensibles. Et surtout, la vraie leçon à en tirer, c'est qu'à partir du moment où je perçois quelque chose qui me fait du mal, il n'y a pas de débat sur est-ce que c'est normal ou pas. En fait, si ça me fait du mal, ça me fait du mal, donc il y a un truc à résoudre. Après, le truc à résoudre, ça peut être une conversation qui démêle le vrai du faux, qui peut-être va résoudre cette mauvaise interprétation de la part de l'hypersensible. Et dans ce cas, ça se résout, ça se calme, et effectivement, c'était un malentendu. Mais ça peut aussi ne pas être un malentendu, ça peut juste être quelque chose de mal vécu et qui en fait n'a pas de solution parce que ce qui a été vécu, il n'y a pas d'interprétation ni rien, ça a été réellement perçu comme ça a existé en fait. Et là, de pas culpabiliser et de pas se dire ah non mais c'est parce que je suis trop sensible, c'est juste je le vis mal. Se contenter de ça, de se dire je le vis mal et donc il y a un problème, ça libère énormément. Moi j'étais vraiment dans ce truc avant je vis un truc mal, j'en parle à quelqu'un, le quelqu'un me dit bah oui, mais t'es trop sensible, et du coup je me dis ah bah oui, merde, en fait c'est ma faute. Et ça s'arrête là. Et ça te bouffe vraiment. Et de faire ce chemin-là, c'est super précieux. Et ça veut vraiment pas dire, je reviens là-dessus, ça veut vraiment pas dire être fermé à la conversation et estimer qu'on a toujours raison, hein. C'est vraiment pas ça. Mais c'est avoir confiance en ce qu'on ressent, en fait. Un tant soit peu. Oui, en fait, c'est vraiment comprendre que ce qu'on ressent est légitime. Oui. Que si ça existe, c'est légitime. De par le simple fait que ça existe à l'intérieur de nous, bah c'est en fait c'est ce qui se passe en soi et ça a le droit d'exister. C'est même pas comme tu dis, il n'y a même pas de tergiversation sur est-ce que c'est normal puisque de toute façon, bon, je vais dire un truc qui plaît pas souvent quand on souffre de TCA, mais il n'y a pas de normalité en fait. Et que avoir conscience aussi qu'on a une sensibilité plus haute, on sait que potentiellement, effectivement, on va pas réagir comme la plupart des gens. Alors, je dis pas qu'il y a une normalité, mais les hypersensibles restent encore en minorité par rapport à la population mondiale. Mais cela dit, si ça existe, bah, c'est là en fait. Donc, si c'est là, il n'y a même pas de ah bah non, je devrais pas, comme tu dis. Et c'est juste en avoir conscience. Après, comme tu l'as aussi exprimé, rester ouvert à la conversation pour trouver une façon qu'on vienne dans deux parties, on va dire ça comme ça. Mais c'est Oui. Puis c'est aussi dans, excuse-moi, mais c'est aussi dans le sens où c'est pas parce qu'on perçoit plus de choses que ces choses, on les comprend de la bonne manière. Il peut quand même y avoir interprétation, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça qu'il faut pas estimer que ah non, je perçois des trucs, j'ai trop un super pouvoir, je sais tout. Non, c'est vraiment pas le discours que j'ai, hein. C'est complètement. Oui, de toute façon, c'est ne pas partir dans les extrêmes, hein. Là est toujours ouais, le truc, c'est comprendre que oui, il y a une forme de différence, on va dire, on peut appeler ça comme ça. Il y a une forme de différence. Mais pour autant, pas se dire qu'on a la science infuse. Par contre, si c'est à l'intérieur de soi, bah, ça a le droit d'exister. Parce que ce que j'observe aussi dans les accompagnements, c'est que très souvent, il y a la question de est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est la bonne chose que je fais? Est-ce que c'est les bonnes quantités de nourriture? Est-ce que mm, ça mm, c'est bien? Est-ce que ça c'est mal? Est-ce que c'est normal? Ils font comment les autres? Comment ils font les autres? ouais, Parce que moi je sais pas. Et en fait, faut arrêter de se poser la question de comment ils font les autres, parce que les autres ils font selon leurs besoins, selon comment ils sont, et les autres ne sont pas toi, tout comme, enfin, ils sont pas nous. Donc c'est vraiment comprendre, revenir à l'intérieur. Et c'est plus simple d'aller regarder ce que font les autres, mais les autres n'ont pas la réponse. ouais, Et surtout, ne pas se considérer comme un problème si on ne pense pas comme les autres, si on n'a pas les mêmes goûts que les autres, si on ressent pas les mêmes choses de la même façon que les autres. Ce n'est pas un problème. Si on n'a pas le même corps que les autres, si on n'a pas les mêmes sujets de discussion, hein, souvent voilà, c'est des discussions plus profondes en général, plus euh, avec des sujets plus spécifiques. Et alors? Parce que, encore une fois, ce que tu dis, évidemment que je me retrouve dedans, hein. Moi, pendant longtemps, enfin, je me disais que j'étais pas normale, je me disais que je comprenais pas pourquoi j'avais des centres d'intérêt qui étaient complètement différents des autres. Maintenant, je me dis, bah non, en fait, c'est juste qui je suis. C'est normal, c'est ok, c'est moi. C'est ouais, moi, ouais. ça te plaît pas, bah c'est pas grave. Il y a d'autres gens sur cette terre avec qui peut-être tu pourras avoir une conversation ou avec qui d'un point de vue énergétique, ça matchera plus. Et je me dis pas que je suis un problème, je me dis juste au contraire, c'est une opportunité de faire le tri, que c'est une opportunité pour la personne d'aller vers quelqu'un qui lui correspond plus et que moi, j'attire des gens
qui me correspondent plus. Mais c'est arrêter de dire que on est un problème. Non, rien n'est un problème sauf si on décide que c'est un problème. Et tout est légitime. Tout comme la souffrance d'un trouble alimentaire est légitime. Parce que je sais qu'au départ, il y a ce discours de non, mais les autres, ils souffrent plus, ou c'est pas si grave, ou... Ouais, totalement. Ouais. Alors que pas du tout, putain, en fait, si c'est là à l'intérieur de toi. Mais si tu souffres, en fait, allô, tu souffres. Enfin, et c'est légitime. C'est pas, non, mais je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Non, mais non. Et ça demande déjà une forme de travail sur soi, tu vois, de s'en rendre compte. Parce qu'au départ, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est tellement habitué à se le répéter. C'est limite le quotidien et on se rend même pas compte que c'est pas, que c'est une lutte. Parce que pour moi, j'appelle ça une lutte. T'as employé ce terme aussi de survie, de on est limite mort. Bah ouais, en fait, allons-y, hein, franchement, là, on met les pieds dans le plat, mais c'est ça, on est mort. Alors que là, on est en vie. Enfin, moi, je me considère être en vie de dingue. Alors qu'avant, putain, mais j'étais morte. Et c'est une renaissance, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Ouais. Et c'est, ça rejoint. Enfin, t'as très raison. Je sais pas si c'est français à dire ça, mais quand tu parles de. C'est pas grave. Ici, tout est permis dans ce podcast, on fait des néologismes, tout est permis. Ça sort comme ça vient. Hein. Donc, t'as très raison. Quand tu parles de pas forcément se sentir légitime dans la souffrance qu'on ressent. Parce que justement, déjà, bah, le problème, je pense, avec les troubles alimentaires, c'est que c'est banalisé, je pense. Il y a ce truc d'une femme qui fait attention à ce qu'elle mange, déjà, c'est pas tellement un problème. Moi, je sais que plus jeune, quand j'en parlais, que bah, c'était quand même pénible. Quand plus tard, même quand les gens, typiquement mes parents ou certains amis, enfin moins mes amis, parce que je pense que c'est pas la même génération, donc c'est pas la même non plus approche. Mais moi, on m'a déjà sorti des phrases du genre, bah pourquoi quand t'as faim, tu manges pas une pomme, quoi. Mais mon problème se résout pas comme ça. J'y ai pensé, figure-toi. J'ai testé, hein, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Et en fait, il y a un côté vraiment où effectivement on a du mal à se sentir légitime, je pense, parce que déjà, voilà, c'est faire attention à la base, c'est vu comme quelque chose de normal, voire quelque chose de bien, en fait, c'est même au-delà du normal. Moi, on m'a toujours, comme je te disais en début de conversation, quand j'étais petite, on m'inculquait déjà le fait que être gourmande, c'était mal, que quand j'allais être ado, j'allais être complexée. Et je pense pas que ça ait aidé vraiment d'entendre ce genre de truc parce que ça n'a pas loupé. J'ai été complexée très très jeune. Et je me souviens petite à, je sais pas, ouais, je vais avoir 10 ans, je crois. C'est marrant, hein, je me souviens, j'étais en vacances et un jour je me suis dit, mais punaise, et si j'étais belle, mais tout serait plus simple dans ma vie, tout irait bien en fait. Et de me dire qu'à 10 ans, je me suis dit une phrase pareille, je me suis dit, mais c'est purée de pas normal quoi. Mais on est tellement baigné là-dedans que c'est. Mais c'est grave, hein, c'est grave d'avoir ce genre de vision. Hein. Et le problème, c'est qu'en plus, à la fois, on nous dit que c'est normal d'avoir ces espérances, et à la fois, quand on souffre de ne pas atteindre ces objectifs-là, et ben, la souffrance que ça engendre, elle est pas légitime. C'est un peu bébête, c'est un peu superficiel. Alors qu'en fait, on nous pousse à avoir ces préoccupations dites superficielles. Mais par contre, de les avoir, bah, t'es bien une meuf, quoi. T'es un peu nunuche de penser qu'à ça. Donc en fait, c'est hyper violent de se prendre ça. On nous pousse à avoir ces préoccupations-là, et une fois qu'on les a, ça fait de nous des êtres un peu pas très intéressants, quoi. Enfin, c'est très violent. C'est très très violent. Bah, tu pourrais quand même penser à autre chose que à ton corps. Dans ce cas, fallait pas me balancer tous les discours qu'on m'a balancé, quoi. Moi, j'aimerais bien penser à autre chose, hein, mais c'est un peu facile. Pour moi, quand une personne dit ça, c'est qu'il y a une grande méconnaissance des troubles du comportement alimentaire, hein, qui sont quand même des maladies, même si j'aime pas toujours pathologiser, mais c'est pour vraiment que les personnes se rendent compte que ce n'est pas juste un petit problème de bouffe, ce n'est pas un caprice. Donc Ouais. pareil, moi, ça m'exaspère quand les gens disent, non mais t'as qu'à juste manger plus, hein. Non mais c'est quand même pas compliqué de faire de machin, de trucs, de résoudre un problème de bouffe. Mais en fait, ce n'est pas un problème de nourriture, c'est la surface. La Ouais. nourriture,
n'est qu'un symptôme. Le rapport qu'on a avec la nourriture en dit long d'ailleurs sur le rapport qu'on a avec la vie, avec soi, avec les autres, avec le monde. Et c'est de le voir comme tel, mais comme la majorité des gens n'ont pas encore compris ça, j'espère que ça va se transformer. Bah oui, ils voient que la surface, mais ça demande d'aller plus en profondeur, de comprendre que c'est multifactoriel, de comprendre quelle est la racine de tout ça. Et pas juste de dire oui, bah c'est juste un petit truc comme ça. Non. Euh, Souvent, je transpose ça à un cancer parce que, alors ce que j'aime pas dans la société, c'est qu'il y a de la hiérarchie. C'est-à-dire, tu sais, tu as des métiers au-dessus des autres, tu as des corps Mhm. au-dessus des autres, tu as même des maladies qui sont au-dessus des autres. Style, tu dis que tu as un cancer. Oh, tu as un cancer. Oh là là. Tu as un TCA. Oh non, mais c'est bon, c'est qu'un petit problème de nana là, t'as pas fini tes caprices. Ouais. Non, en fait, non, les gars. Enfin, en fait, moi, ça m'exaspère parce que il y a une grande méconnaissance et on ne peut pas juste, tu vois, imaginer la souffrance de quelqu'un de par simplement une appellation de maladie, en fait. Pourquoi quelqu'un qui souffre de cancer souffrirait plus? Et encore une fois, on est tous différents, on a tous des degrés de souffrance différents, mais pour moi, tu souffres, en fait. Enfin, peu importe la forme que ça prend, il y a il y a une légitimité. Et, hum, et voilà, je voulais faire le parallèle avec le cancer parce que souvent, tu vois, tu dirais pas à quelqu'un qui a le cancer, ah bah c'est juste un petit problème en fait, t'as qu'à te bouger le cul. Tu lui dirais pas ça. Et pour autant, quelqu'un qui souffre de TCA, c'est même ce qu'elle-même se dit. Parfois, elle se dit, je manque de volonté, je me bouge pas assez le cul, je suis pas. Alors que ça, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et, hum, et donc aussi, merci d'en parler aujourd'hui. Parce que tu vois, grâce à ce que tu nous partages, ben voilà, tu mets des mots sur ton expérience, tu permets à d'autres gens peut-être de prendre conscience de choses qu'ils n'avaient jamais réalisées. C'est aussi pour ça que pour moi, ces témoignages, ils sont précieux. Ton témoignage est précieux, ta parole est précieuse. Vraiment. Ouais, bah en fait, moi je sais que quand je sais plus si c'était avant le coaching ou même pendant le coaching, j'écoutais certains de tes podcasts et je sais que ça m'avait aidé d'entendre ces voix de personnes qui sont passées par des étapes similaires et ouais, à la fois de savoir que c'est possible et, et en plus d'entendre que une vision assez pas objective parce que c'est des personnes qui l'ont vécu, mais pas de fausses promesses en fait. D'entendre dans ces discours que il y a des embûches clairement et que c'est du boulot, c'est mais c'est possible et surtout ça en vaut tellement la peine. En fait, c'est surtout ça. Vraiment ce truc aussi de se dire clairement il y aura des hauts et des bas et moi j'en suis la preuve, c'est que là il y a eu un bas récemment qui n'est sûrement pas fini parce que l'été ne fait que commencer. Mais en fait, la force du truc, c'est de savoir que il y a un an, j'ai fait quelque chose. Et en fait, c'est comme faire du vélo. Ça, pour moi, ça s'oublie pas. J'ai vu que je pouvais affronter ça. J'ai vu que j'étais capable de prendre du poids sans que le monde s'effondre autour de moi. J'ai vu que je pouvais changer taille de vêtements. J'ai vu que je pouvais ne pas compenser. J'ai vu que je pouvais ne pas faire de sport. Et en fait, ça, c'est des trucs que ton cerveau, il retient. Et, là, de me rappeler ça quand les préoccupations reviennent, ça rassure énormément, en fait. De se dire, bah, en fait, je suis déjà passée par là et ça s'est très bien passé. Donc, bah, en fait, il n'y a pas de problème, quoi. C'est Ouais, vraiment, complètement. vraiment puissant sur la durée, quoi. C'est ça que je veux mettre en avant. Mm, c'est ça. Et c'est le but, hein, c'est vraiment de comprendre que c'est un chemin non linéaire, mais que même quand tu as des bas, c'est des sources d'apprentissage. Et vraiment ne pas voir les bas comme des problèmes, ne pas forcément voir les bas comme quelque chose de mal, comme une erreur, mais plus comme ouais, un apprentissage, une opportunité de grandir. Et on en a tous, encore une fois, qui se présentent dans nos vies sous des formes différentes. Euh, et ça arrive pas par hasard, encore une fois. Et comme tu l'as très bien dit, si on est déjà passé par là et qu'on l'a déjà surmonté,
bah, ça rassure, ça donne une forme de force. Et surtout, bah, tu as les outils en fait. Tu as les outils, tu as les connaissances, tu as les compétences, tu l'as déjà expérimenté. Donc oui, tu peux poursuivre. De toute façon, c'est toujours ça, c'est une expérimentation constante et ouais, qui se fait au travers du mental, mais aussi du corps. Il y a rassurer la tête et aussi rassurer le corps dans ce processus, finalement. Et les deux sont ensemble. Tu disais tout à l'heure, bah voilà, t'as vu ton corps changer, t'as grossi et ça va. C'est aussi de se rendre compte que on pourrait se dire, oh, c'est horrible, elle a grossi, machin, je veux pas vivre comme elle. Il y en a peut-être qui nous écoutent qui se diront ça. Mais demandez-vous, c'est quoi aussi l'opportunité de traverser une peur? Parce que pareil, moi aussi, hein, j'ai perdu plus de 20 kilos, j'en ai repris plus de 20. Donc autant te dire que j'en connais un rayon sur le changement corporel. Et maintenant, du coup, je le vis. Bah, je le vis bien, en fait. C'est ça aussi, c'est au lieu de fuir des peurs, ouais, ok, tu fuis ta peur, mais elle va te suivre. Hmm. Que si tu y vas, en plus, quand t'es accompagné, c'est plus simple. Euh, Bah après, tu t'en as moins peur. C'est comme une des plus grandes peurs de l'humain, c'est de parler en public. Bah évidemment, si tu fais que fuir, tu auras toujours peur de parler en public. Et peut-être que si ton rêve, c'est de faire des discours incroyables, bon, ça se réalisera pas. Mais à force de t'y confronter, t'as de moins en moins peur. Ouais. Et c'est, tu vois, quand j'ai pensé au coaching, je me souviens maintenant que ce que j'avais en tête, c'est drôle. En fait, j'étais à un stade où je savais que j'allais prendre du poids. Je le sentais. Parce que j'arrivais plus à maintenir ce rythme de crise. On n'a pas le droit d'appeler ça crise, mais de gros repas. T'as le droit de tout, on a le droit de tout, mais après, qu'est-ce que On va toi dire que tu c'est resté choisis hein, de... Comment t'es connoté pour consistant, toi, et voilà. Mais en soi, il n'y a consistant. aucun interdit. Mais je cumulais donc ces festins, gros repas, et donc ces moments de compensation par le sport. Mm. Et en fait, je sentais que c'était plus tenable et donc que j'allais prendre du poids. Et en fait, il y a eu aussi un peu ce truc dans ma tête de me dire, toute seule, c'est trop. Et d'où le coaching. Je pense qu'il y a eu ce truc dans ma tête de me dire, j'aurai au moins cette aide à côté, ce soutien, quelqu'un qui va me dire comment gérer ça. Et ça n'a pas loupé, j'ai bien fait. C'était le truc à faire en fait. Mais j'étais arrivée à ce stade-là de me dire, bon bah en fait maintenant, de toute façon, j'en suis là. Donc, Et juste pour les gens qui nous écoutent, parce que comme ils ne te voient pas, euh, t'es pas obèse. Comment ça se passe dans ton corps aujourd'hui? ça se passe bien. Ça se passe très bien. Je saurais même pas comment décrire ça, mais en fait, si, en fait, si, je saurais dire, je mange comme je mangeais à peu près avant que je commence à faire attention. Quand j'étais en fin de collège, début lycée, c'est là que ça a commencé, et que j'étais complexée à cet âge-là, comme beaucoup d'ados, et je mangeais, je pense, normalement, peut-être que il y avait des moments où ça partait un peu plus dans tous les sens, mais en fait, j'étais complexée, mais il y avait cette truc dans ma tête de toute façon, je ne suis pas capable de perdre du poids. Et donc, c'est ce qui faisait que je continuais à manger comme je mangeais. Et là où ça a dérivé, c'est quand j'ai un jour réussi à perdre du poids. À un moment donné, j'ai constaté que sur la balance, je commençais à perdre du poids. Et donc, ça a été le début du cercle infernal. Et aujourd'hui, je suis revenue à un niveau En fait, je mange autant que j'ai faim, quoi. C'est aussi simple que ça. Et depuis un certain temps, j'ai repris le sport que j'avais totalement arrêté pendant le coaching. Et je le vis, comme je te disais tout à l'heure, d'une manière beaucoup plus saine. C'est Avant, enfin vraiment, ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas comparable à 2 heures du mat, je dors, quoi. Je vais pas aller sortir mes haltères et c'est plus la même vie. Et en fait, pareil, tu vois, quand mes troubles, ils sont un petit peu, ils ont un peu refait surface il y a quelques semaines. J'ai paniqué. Pour être honnête, j'ai paniqué. Je me suis dit, merde, c'est en train de recommencer et tout. Puis j'ai fait pause et je me suis dit, mais attends, il y a un an, t'en étais où? Et je me suis revue à 2 heures du mat avec mes haltères et à faire mes commandes de bouffe et machin. Et je me suis dit, ah, non, 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 quand même, c'est pas comparable. Certes, il y a des préoccupations qui reviennent,
mais ça n'a rien à voir et tu les gères d'une manière bien différente, beaucoup plus sereinement. C'était pas le monde qui s'effondre, c'était ah merde, il va falloir que je me redécouvre un peu, je suis pas hyper à l'aise. C'est juste ça, le niveau de stress, quoi. Alors qu'il y a un an, c'était pas ça, hein, du tout, hein. C'était vraiment la panique totale et le besoin permanent de contrôler tout ce que j'ingère et tout ce que j'élimine pour oser sortir et me montrer, quoi. Donc, beaucoup de progrès et non, il n'y a pas de, comme on le disait, le corps ne réclame pas infiniment de la nourriture, en fait. Mm. Moi, j'ai vraiment appris à lui faire confiance, il sait de quoi il a besoin. Et aujourd'hui, je le constate aussi, il y a des moments, j'ai juste envie de manger des légumes, des trucs comme ça, parce que peut-être la veille, j'ai mangé autre chose, et encore, je ne fais même pas le calcul, mais en fait, je suis un peu aussi ses envies. Et il n'a pas en permanence envie de Nutella. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Mais ça, ça peut paraître logique. Mais bizarrement, on a du mal à y croire au début. Mais c'est vrai. Donc il faut y croire. Merci pour ce message. Effectivement, quand on est dedans, dans mes souvenirs aussi, je me souviens que je me disais que c'était impossible en fait. Mais c'est impossible, je vais être... Il y a ce terme de puissant fond qui revient souvent, ça va partir en cacahuète. Si je mange tout ce que je veux, de toute façon, je vais devenir un sumo, ça va jamais s'arrêter. Je pense que c'est une des plus grosses croyances qu'on peut avoir. Et quand on est dedans, oui, oui, on y croit. Mais quand on est sorti, on se dit, ah ouais, c'était une croyance qui était complètement erronée. Et donc, ça demande de faire confiance au processus, d'apprendre à se reconnecter à son corps. Parce que oui, le corps a une intelligence, il n'est pas contre nous, il est avec nous. Je dis souvent, il est là du début jusqu'à la fin de notre vie. On se lève avec, on se couche avec. S'il était contre nous, je pense que ça ferait longtemps qu'on le saurait. Même on se coupe quelque part, il cicatrise. Enfin, là, il fait battre notre cœur, il nous permet de dialoguer. Il est à notre service en vrai. Mais bon, c'est apprendre à changer son regard. Et, et ouais, vraiment, moi, enfin, je suis tellement heureuse. T'imagines même pas. Je suis tellement heureuse qu'on ait cette conversation, que tu nous partages tout ça. Et surtout, je suis hyper fière. En vrai, je suis hyper fière de toi. Je suis trop contente pour toi quand je vois tout ce qui a changé, tout ton rapport, même parce que ça change aussi le rapport à l'entourage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le rapport à l'entourage, est lié à comment on se sent à l'intérieur, hein, et c'est pas lié du tout au corps. Au Non, contraire. Au contraire. non, non, et c'est vraiment un gain de confiance en, comme je disais tout à l'heure, en ce qu'on ressent, en ce qu'on accepte, en fait, en soi, en ce qu'on vaut. On n'est plus une éponge Enfin, on est toujours une éponge parce qu'on ressent toujours tout plein de choses et tout ce qui se passe autour de nous, mais c'est c'est vraiment pas la même sensation, quoi. Au lieu de la comparaison de l'éponge, je ferais la comparaison de la plante verte. Tu n'es plus une plante verte, quoi, en fait. Tu existes. Et ça change vraiment tout. Un dernier exemple un peu, qui peut paraître anecdotique, mais un truc que je n'osais pas faire avant, mais qui m'avait toujours fait envie, enfin même, non, ouais, deux trucs. J'avais toujours eu une envie de tester le théâtre. Et ça, bizarrement, j'ai réussi à me lancer dedans depuis que j'ai plus de TCA. Tu vois? Enfin, il y a pas de hasard finalement. Et pareil, j'avais toujours eu envie de faire des vidéos, de me lancer sur une chaîne sur Internet. Bah, pareil, c'est des choses qui sont à nouveau envisageables quand tu retrouves cette énergie et cette confiance en toi, en qui tu es, en ce que tu ressens, en ce que tu vaux. Et une confiance, je pense que ça passe aussi par la confiance que tu as envers ton corps parce que ça fait partie de toi. Et donc, si tu retrouves confiance en ce que lui, il vaut aussi, et dans le fait qu'il te veut du bien, qu'on est un tout et que si la tête veut du bien au corps et que le corps veut du bien à la tête, et bah ça tourne en fait. Et après, on est capable de plein de choses. Tellement, tellement. Et c'est ça, tout s'aligne et tu te déploies dans la vie, tout simplement. Ouais, Ok? Merci pour cet échange, Lila. Du avec coup, tu aurais plaisir. envie de terminer par quoi? Si peut-être il y avait une grande idée ou s'il y avait un message que tu aurais envie de partager aux gens qui nous écoutent, ce serait quoi? Hum, deux choses, je dirais que déjà, clairement,
et c'est plus facile à dire qu'à faire, mais apprendre à s'écouter. Moi, je suis quelqu'un à la base, je pense par mon éducation, qui a été vraiment habitué à écouter la raison plus qu'autre chose. Et je dis pas que c'est mal, mais je dis que point trop n'en faut, parce que il faut aussi savoir écouter un petit peu son petit cœur. Parce que moi, depuis que je le fais, ça m'a mené à de très jolies choses, et notamment au coaching. Je pense quand même que, et notamment quand on est sensible, il faut un petit peu écouter quand même ses intuitions. Donc, s'il y a des choses qui nous appellent, et notamment des thérapeutes qui nous appellent, je pense que c'est une très bonne chose et qu'il faut y aller. Donc, ce serait la première chose. Et la deuxième chose, bah, j'ai oublié. C'est dommage. Ah si, c'est que il faut s'accrocher parce que vraiment ça en vaut la peine. Je pense que le terme renaissance que tu as utilisé tout à l'heure, il est très vrai. Et en fait, je pense qu'il faut, pour les personnes concernées, repenser à l'époque où vous étiez vous-même encore et essayer d'imaginer que c'est possible de retrouver ce vous. Et ça, ça n'a pas de prix, quoi. Et il faut foncer pour atteindre ça. Parce que c'est trop chouette de pouvoir vivre avec cette envie qu'on avait enfant. Parce que moi, ça date de l'enfance, l'époque où j'avais envie vraiment de vivre. Dès l'adolescence, c'était foutu. J'étais dans ce truc de je vis pas, je parade. Faut que je ressemble à un certain profil, quoi. Donc ça en vaut la peine. Donc il faut le tenter jusqu'au bout, quoi. J'adore, merci. Je vais pas rajouter de choses parce que je trouve que tu as utilisé des termes très justes. En tout cas, ça résonne avec ma philosophie, ma façon de voir les choses. Merci du fond du cœur, vraiment d'avoir partagé ton histoire, d'avoir partagé comment tu l'as vécu, comment tu t'es transformé, ce qui est possible aussi pour toi aujourd'hui. Je pense que c'est hyper important que les personnes se rendent compte que oui, c'est possible, vraiment, c'est possible. Pas Ouais. que pour les autres, mais aussi pour toi là qui m'écoutes, c'est aussi possible. Euh, et que c'est une question de le décider, d'écouter plus son cœur comme tu l'as dit, et que ça en vaut tellement, tellement la peine. C'est pas, on va mourir, c'est pas le néant, c'est pas le chaos, comme la voix, elle peut peut-être te le faire penser, mais c'est non, comme tu l'as très bien dit, retourner un peu à qui l'on était avant, en fait, à cet enfant qui croque, qui savoure la vie, vraiment, c'est vraiment ça, qui, qui est gourmand de la vie, et c'est génial. Ouais. Et donc, merci. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Et voilà pour cet épisode avec Lila qui, je l'espère, aura fait écho en toi. En tout cas, pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à l'enregistrer. Si toi aussi, tu veux vivre cette transformation juste incroyable, ce beau parcours de vie pour justement manger librement, réaliser tes rêves, te sentir sereine, ne plus tout calculer dans ta tête et ouais, vraiment te reconnecter à qui tu es, à cette personne pétillante, joyeuse. Si tu es une personne déterminée, si tu es vraiment prête à y aller, parce que je pense que tu as pu le voir, je ne travaille pas avec tout le monde, je travaille avec des gens qui sont déterminés, qui n'ont pas de plan B, juste un plan A, celui de guérir, qui sont prêts à s'investir, qui certes ont peur, mais qui savent qu'elles méritent tellement plus et que pour elles, la guérison, c'est tellement important que malgré la peur, elles font preuve de courage, elles sont déterminées, elles vont tout donner pour y arriver. Vraiment, si tu as ce mindset-là, si tu es on fire, que tu as envie de vivre en fait, que tu es tellement motivé que là, tu sais que c'est pour toi, tu le sens, eh bien, je serais ravie de t'accompagner. Tu l'auras compris, je suis vraiment la coach des personnes qui sont prêtes, qui sont ultra motivées, qui sont ultra on fire pour guérir et vraiment renaître. Ça a été le mot, je pense, de ce podcast. Eh bien, sache que je serai ravie. Et pour ça, tu peux réserver un appel découverte avec moi. Ce sera l'occasion pour toi de faire le point sur ta situation. Pour ça, je vais te poser plusieurs questions. Je te présenterai le coaching et surtout si je vois que tu as un bel état d'esprit, que justement tu es une personne qui est courageuse, déterminée, motivée, que tu n'as pas de plan B, que tu as vraiment envie d'y aller, que tu es prête à justement t'investir parce que comme tu l'as vu dans le podcast,
Bah oui, ça demande des efforts, hein, ça tombe pas comme ça du ciel et je ne suis pas une sauveuse. Un coaching, c'est un tremplin, c'est une co-création puissante et profonde. Et bien dans ce cas-là, tu pourras rejoindre le coaching, en tout cas je te le dirai. Si voilà, tu as cet état d'esprit, je te dirai oui. Si c'est pas le cas, je te dirai non et tu seras libre d'aller voir quelqu'un qui te correspond plus, un accompagnement qui te correspond plus. Pour ma part, j'ai à cœur d'avoir une approche humaine, profonde, pérenne, holistique. Donc si ces mots résonnent avec toi, eh bien tu es au bon endroit. Donc clique tout de suite sur le lien qui est en description de l'épisode ou de cette vidéo. Et puis réserve ton appel. Et moi je te dis à très vite dans un prochain épisode du podcast Savoir la vie.